La parole est maintenant à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, au nom du groupe UMP, je veux d'abord et surtout m'adresser à nos collègues de la majorité pour vous dire que nous vous respectons dans ce débat. Nous vous respectons, nous savons que certains d'entre vous, peut-être, je pense pas très nombreux, font un choix par idéologie, mais que sans doute beaucoup êtes de bonne foi, quelques-uns probablement sous la pression. Nous avons entendu et lu ce matin les déclarations de votre président de groupe qui dit à ceux qui hésiteraient qu'ils ne sont pas obligés d'être membres du Parti socialiste ou soutenus par le Parti socialiste, mais je crois que vous saurez résister à cette pression. En tout cas, l'objet de mon propos est de vous convaincre de ne pas voter ce texte et de faire en sorte que ce texte demain ne soit pas loi de la République, car je pense que ce n'est pas l'intérêt de la nation qu'il soit loi de la République, je pense que ce n'est pas l'intérêt des enfants de France. Alors, bien sûr, ensemble, nous pouvons dans ce débat respecter les Français. Respecter les Français, c'est déjà reconnaître qu'il y a d'autres enjeux, d'autres priorités sur lesquelles les Français aimerions que nous consacrions beaucoup de notre énergie. Mais enfin, sur notre sujet, en effet, il y aurait une manière de respecter les Français qui serait un référendum. Nous en reparlerons le mois prochain, après que, je le pense, le Sénat aura voté la loi organique qui permet d'organiser le référendum d'initiative populaire, et vous ne sauriez naturellement vous opposer à cette percée, à ce progrès démocratique. Mais avant même de parler de référendum, regardons ensemble l'état de l'opinion. L'état de l'opinion, de manière assez solide, nous devons le reconnaître, c'est une opinion majoritairement favorable au mariage des personnes de même sexe et en même temps une opinion majoritairement défavorable à la filiation et à l'adoption. C'est apparemment une contradiction, puisque la filiation, l'adoption vont avec le mariage. Et c'est alors qu'il y a deux choix, deux possibilités. Soit la contrainte idéologique, mais vous valez mieux que cela, soit la recherche d'une solution pragmatique, et c'est l'objet de nos amendements pour le contrat d'union civile, l'alliance universelle, pour aussi l'amélioration du droit des tiers. En commission, j'ai même perçu que Madame le garde des Sceaux avait, avant d'être reprise par le président de la commission, marqué quelque intérêt sur ce projet. Alors, nous respectons les Français, nous vous respectons aussi, et nous pensons simplement qu'il est important toujours de choisir ceux qui nous inspirent et que vous soyez attentifs, si l'on peut vous donner un peu de conseils, à choisir ceux qui vous inspirent. Je lisais avant-hier une tribune de Maître Mécari, avocate reconnue comme inspiratrice de l'évolution que vous portez, le progrès, disent certains. Maître Mécari n'a pas encore la certitude du vote du projet de loi qui est celui de nos travaux ce soir pour formuler quelques autres propositions. Maître Mécari, dans une démarche intéressante quant à la compréhension du mariage, de la famille, fait des propositions intéressantes, révélatrices en tout cas. Maître Mécari propose que dans le mariage, on supprime la fidélité. Elle propose aussi que dans le mariage,
on supprime la présomption de paternité. Et puis, vous pouvez trouver d'autres inspirations. Vous avez entendu, vous avez lu les déclarations de Sylvia Nagasinski, qui marquent pour le moins peu d'enthousiasme pour le mariage des personnes de même sexe, peu d'enthousiasme pour l'adoption et la filiation, peu d'enthousiasme pour la procréation médicalement assistée et peu d'enthousiasme pour la gestation pour autrui. Est-ce que vous pensez réellement que Sylvia Nagasinski ne mérite pas davantage de vous inspirer que Maître Mécari? Réfléchissez, s'il vous plaît. Il faut aussi, chers collègues, qu'ensemble, mais puisque je m'adresse à vous, si vous le voulez bien, voyez les conséquences de ce que vous pourriez voter. Ceux d'entre vous qui portez des amendements favorables à l'assistance médicale à la procréation, êtes pleinement conséquents. Je ne peux pas critiquer les auteurs de l'amendement, je ne peux pas critiquer le président du groupe socialiste, ni le gouvernement qui annonce que la PMA viendra en conséquence de ce texte, car nous le savons, les auditions, monsieur le rapporteur, l'ont démontré, d'adoption internationale il n'y en aura pas, d'adoption interne il n'y en a guère. Le texte aujourd'hui porte essentiellement ses effets, soit dans la régularisation de transgressions par des PMA ou GPA à l'étranger, soit par son prolongement par la PMA ou la GPA en France. Alors, s'il vous plaît, ne cédez pas à cette facilité tout de même et cette habileté, comme dirait le président de la Commission, qui consiste à tronçonner la matière en deux, un projet de loi en janvier-février, un autre à peine un mois plus tard. Ni nous, ni vous ne pouvons décemment être dupes de cette astuce, sauf à accepter la totalité des conséquences. Bossuet nous disait que Dieu se rit de ceux qui se lamentent des conséquences dont ils adorent les causes. Nous sommes exactement là. Et puis, chers collègues, vous pouvez aussi objecter à ce texte parce que nous portons dans nos responsabilités, dans nos mandats, une ambition politique. Notre mission, c'est d'inventer plutôt que d'imiter. Quand il y a des enjeux nouveaux, des questions nouvelles, des situations différentes, faut-il absolument imiter ce qui existe par seul respect dogmatique de l'histoire, ou faut-il avoir cette capacité d'inventer que nous pourrions appeler progrès? Oui, nous, vous, devons porter des valeurs, donner du sens, plutôt que nous soumettre à une histoire implacable. Est-ce que ce n'est pas pour cela que nous, vous, faisons de la politique? Et puis, chers collègues, permettez-moi de corriger le propos de ma collègue à l'instant. Attention aux comparaisons internationales. En France, à dire vrai, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, qu'on soit au centre, on accepte parfois qu'une réponse française soit élaborée. Une réponse française n'est pas interdite. Et à dire vrai, une réponse qui n'est pas isolée. Le plus grand nombre de pays en Europe, le plus grand nombre de pays dans le monde, le plus grand nombre d'États aux États-Unis ne reconnaissent pas le mariage, l'adoption, la filiation. Et puis vous le savez, et c'est notre fierté, il y a une force exceptionnelle du mariage républicain en France. Vous l'avez dit, Madame le garde des Sceaux, cet après-midi. Et dans nombre de pays sur lesquels vous appuyez votre comparaison, la forme ordinaire du mariage est le mariage religieux. Dans des pays qui n'ont pas, comme la France, cette belle force de la démocratie et de la République, qu'est la séparation de l'Église et de l'État. Alors, je suis désolé, vos comparaisons ne tiennent pas. Et justement, la force de la laïcité en France, la force du mariage républicain, la force de la séparation de l'Église et de l'État, c'est ce qui justifie une réponse qui, en France, peut être différente de celle d'autres pays. Et oui, chers collègues, quelle est notre vision? Quelle est notre vision de la famille? Faut-il absolument que notre vision sur ces bancs soit différente? Depuis des décennies, la gauche et la droite en France ont su porter une vision commune de la famille. La famille, comme d'autres questions de notre société, fait partie d'un consensus de la République. Il y a des sujets de division dans le débat public, cela fait partie de la démocratie.
il y a aussi quelques sujets d'unité et la famille en a longtemps fait partie. Faut-il absolument créer sur la famille des sujets de dispute, de clivage, de division, de rupture? Hélas, François Hollande, dans la campagne présidentielle, a amorcé ce clivage et cette division. Mais je vous en conjure, ne persévérez pas dans cette voie. Pour lutter contre la précarité, nous voulons encourager la famille durable. La famille, cellule de base de la société. La famille avec le projet, parfois difficile, parfois inaccompli, mais le projet de la durée et de la transmission utile à la société. La société reconnaît différentes sortes de conjugalité. Il peut y avoir une relation, il peut y avoir concubinage, il peut y avoir un pacte, il peut y avoir un mariage. Parce que les engagements, les devoirs, les droits ne sont pas les mêmes. Alors oui, nous formons pour les couples de même sexe ce projet du contrat d'union civile, de l'alliance universelle, qui peut répondre de manière pragmatique aux enjeux qui sont posés. Et oui, nous le disons, nous pensons que la solidité de la société et la solidité de la famille, toujours imparfaite, va mieux avec une définition ordinaire, la conjugaison d'une dimension naturelle et culturelle. Si nous étions exclusivement sur une définition naturelle, vous pourriez nous le reprocher. Si vous vous placez exclusivement sur une définition culturelle, c'est la famille que vous fragilisez, la société tout entière. Je crois que nous pouvons nous retrouver, nous rassembler dans cette double définition. Alors attention, vous dites parfois ce qui fait famille. Attention à cette expression. Attention à ce que l'on peut mettre derrière le désir d'enfant. Toutes les combinaisons génétiques, je dirais presque mécaniques, que l'on peut imaginer. J'ai cité à plusieurs reprises dans les travaux de la Commission, monsieur le rapporteur, ces papiers de la littérature scientifique qui expliquent qu'il y a eu en particulier toute une série de documents en 2010 sur la capacité d'engendrer à partir de deux animaux, il ne s'agit que d'expérimentation animale, mais de deux animaux de même sexe, sur leur propre patrimoine génétique. Où s'arrête le désir d'enfant? Et puis, attention à ce que sont les faiblesses, les dangers de la multiparenté. Puis-je vous rappeler ce propos éclairant du laboratoire des idées du Parti socialiste il y a à peine un an. Le labo des idées du PS valide l'homoparenté et, du fait de l'homoparenté, un plus grand nombre de parents, plus encore dans une recomposition. Et il pose la question suivante, très sage et très juste. S'il y a beaucoup de parents, à combien de parents doit-on l'obligation alimentaire? Et le labo des idées du PS répond les deux premiers dans l'ordre chronologique. Est-ce que c'est cette définition-là de la famille que nous voulons? Je ne le crois pas. Alors c'est vrai, avec Terra Nova, certains d'entre vous, mais pas tous, pas ceux qui sont le plus attachés à la dimension populaire de notre engagement politique. Terra Nova avait théorisé l'abandon des classes populaires, des classes moyennes, l'addition des catégories. Mais attendez, ne vous arrêtez pas à cela. Et vous le savez, et vous y êtes attachés, des catégories ne fondent pas une nation. Attention à la dilution de la définition de la famille qui l'affaiblit. Les moyens budgétaires, économiques, financiers ne sont plus là. Si vous avez une définition trop large de la famille, comment est-ce que vous faites pour financer la carte famille nombreuse? Comment est-ce que vous faites pour financer la politique fiscale? Et puis, enfin, chers collègues, quelle vision de la société avons-nous? Est-ce que vous voulez privilégier l'individualisme? Puis-je vous raconter une anecdote? Il y a quelques mois, j'étais à la permanence de l'UMP à Chambéry. Et je discute avec une jeune femme qui explique qu'elle veut un enfant, quand elle veut, comme elle veut, après avoir épanoui sa vie personnelle, professionnelle, politique. Et je lui dis, mais madame, est-ce que ça n'est pas un peu égoïste? Et elle me répond, car au fond ce qu'elle revendiquait, c'est la PMA pour elle-même et quand elle veut. Je lui dis, madame, est-ce que ça n'est pas un peu égoïste? Et elle me répond, avec tout le temps que je donne à l'UMP, vous n'allez pas me traiter d'égoïste. Eh bien,
On est là dans le sujet. On est là dans le sujet. Il faut conclure, monsieur l'orateur. Il y a des bornes. Je vais conclure. Il y a des bornes au désir d'enfant. Et c'est tout de même, si vous le voulez bien, un peu paradoxal que ce soit nous, à droite ou au centre, qui nous engagions sur ce danger d'individualisme et de matérialisme qui menace notre société. On pourrait attendre que la gauche soit plus mobilisée pour faire face à ce danger de l'individualisme et du matérialisme. Le mariage, ce ne sont pas que des droits, ce sont aussi des devoirs. Ça n'est pas qu'un enjeu patrimonial, c'est bien plus que cela. C'est nécessairement un projet familial et un projet de transmission. Alors, pour conclure, ce qui m'inspire, ça n'est pas une consigne du parti, ça n'est pas mon genre, ça n'est pas une consigne d'église, ça n'est pas mon sujet. C'est le droit des enfants, c'est l'avenir de la société, c'est la transmission. Alors, oui alors, eh bien c'est tout simple. Libérez-vous, chers collègues, qui êtes élus en métropole et en outre-mer. Et on sait combien les élus d'outre-mer sont rétifs à ce projet. Exprimez votre choix. Il faudrait libérer la tribune. Oui, secouez la contrainte du parti. Exprimez votre opinion. Exprimez librement votre vote pour que la liberté soit aussi responsabilité, pour que l'égalité soit aussi respect de la différence, et pour, Monsieur le Président, que la fraternité se fonde plutôt que sur la division, sur l'unité. Alors nous ne voterons pas ce texte, mais je le souhaite, de nombreux parmi vous aussi auront le courage de ne pas voter ce texte. Merci.